Cette partie va aborder les troubles du comportement, sans doute liés en partie aux troubles du comportement alimentaire et les différents déficits cognitifs dont la compréhension est essentielle pour un bon accompagnement. On va démarrer sur les troubles du développement. C'est une partie assez lourde, assez complexe. C'est un peu un catalogue de tout ce qui va être déficient ou ne pas bien fonctionner chez ces personnes. Alors, petite précaution, évidemment, chaque personne ne va pas être porteuse de tous ces troubles, bien heureusement, mais à des degrés plus ou moins importants. Donc, sur cette diapo, c'est une photo d'Hendaye. On voit ces jeunes qui sont en train de marcher dans l'eau, là, devant les deux rochers, les deux jumeaux, pour ceux qui connaissent. Donc, ce syndrome de Prader-Willi, donc trouble du comportement alimentaire, on vient de le voir, mais quand il y a association avec les troubles du comportement que nous allons voir, c'est vraiment un cocktail explosif. Et c'est là qu'on parlera de crise, de grosse crise. Enfin, la petite phrase qui est en dessous, c'est une phrase d'une résidente qui était à Hendaye. C'est une vacherie d'être Prader-Willi et d'être au régime pendant toute sa vie. Juste un petit commentaire sur cette photo. Bon, vous voyez qu'il y a quand même des personnes qui font un fort surpoids. Bon, il faut quand même préciser qu'il y a un biais de recrutement à Hendaye. C'est d'abord un endroit où les personnes vont pour maigrir. Et bon, c'est pas forcément représentatif de l'ensemble de la population des adultes avec le syndrome de Prader-Willi. Alors ces troubles, ils vont s'intégrer dans une pathologie du développement de la personne. Et le développement de la personne, il se fait dès la naissance, il se fait aussi intra-utéro. Parce que dans la vie intra-utérine, on sait maintenant que le fœtus, il ressent ce qui se passe. Il entend, il sent les bruits, il entend le corps de sa mère, il se passe des choses. Et quand on voit ce petit enfant qui arrive avec cette hypotonie majeure essentielle, qui ne ressent rien, qui semble ne rien ressentir, qui ne répond pas, qui ne réagit pas, comment voulez-vous qu'il se forme comme un autre enfant ? Parce qu'on sait très bien maintenant que les premières expériences que vit peut-être un fœtus et en tout cas un enfant sont liées au ressenti, à tout ce qu'il capte, tout ce qu'il reçoit. Donc ces différents domaines qui vont se développer normalement ensemble, le domaine intellectuel, le domaine affectif, le domaine comportemental, le domaine social, chez ces petits avec le syndrome, ces développements ne vont pas se faire de façon normale, ordinaire. On sait déjà qu'un enfant va marcher plutôt qu'un autre va parler plutôt qu'un autre. Chaque enfant déjà dans son développement va être différent. Mais vers 2, 3 ans, 4 ans, en moyenne, on a des enfants à peu près équivalents. Tout est équilibré, tout est harmonisé, tout va bien. Alors que dans le cas de ce syndrome, il va y avoir fixation, blocage de chaque domaine, que j'ai cité plus haut, à des stades d'évolution différents, donc pas tous matures. Et cette disharmonie de maturation va jouer dans l'équilibre entre chaque domaine. Et enfin, il n'y aura pas de lien entre ces différents domaines. C'est des connaissances assez récentes, assez complexes, dont ce que je dis là est assez superficiel, je reconnais, mais qui expliquent bien cette disharmonie, ce déséquilibre. Et cette petite phrase qui est en dessous de la diapo, qui est au bas de la diapo, c'est une adulte ou une enfant ? Séverine, c'est une adulte ou une enfant ? C'est la grande sœur de maman ? Mais pourquoi elle fait des colères quand elle perd un jeu de société ? T'es sûr que c'est une adulte ? Voilà, ça explique tout. Cette histoire enfant ou adulte, à une époque j'avais même parlé d'enfant adulte, c'est quelque chose qui est extrêmement déroutant. Parce que vous avez devant vous, à l'âge adulte, quelqu'un qui a un corps d'adulte, qui est capable de tenir un discours tout à fait cohérent et construit, et puis qui va basculer dans un comportement d'un enfant de 5 ans brutalement. Et c'est la coexistence de ces deux personnalités qui pose problème à tout le monde. Alors aux parents, parce qu'ils ont tendance à rester fixés sur l'aspect enfant,
de la personne et pas voir l'aspect adulte. Et puis aux professionnels et à l'entourage qui sont complètement perdus devant ces comportements qui, souvent, ils disent ils nous manipulent. Ils ne nous manipulent pas. Voilà. Ils ont ces deux personnalités entre eux qui coexistent et c'est pas simple pour tout le monde, ni pour eux, ni pour nous. Donc on va commencer cette liste de troubles, de déficits, de déficiences. Et on va commencer par les troubles cognitifs. En fait, ils ont une autre façon de voir le monde. Nos enfants, nos adultes. Et comme je viens de le dire, sans doute liés à leurs premières années de vie qui conditionnent quand même leur devenir. Ils ont une déficience intellectuelle en moyenne légère, ou même moyenne. Très variable bien sûr d'une personne à l'autre. Alors on parle de déficience intellectuelle, on ne parle plus trop de QI, bien qu'il soit encore évalué, parce qu'en fait les mesures de QI telles qu'elles sont faites aujourd'hui ne sont pas utilisables pour ces personnes. Les tests ne correspondent pas à ce qu'ils peuvent réellement répondre. Donc on parle plutôt de déficience intellectuelle, donc moyenne ou légère. Et ce qui nous a posé problème, quand je dis nous, c'est famille, professionnelle, évidemment, à chaque fois. Hein. Je ne l'ai pas dit souvent, mais c'est un travail vraiment commun de réflexion ensemble. Ce qui nous a posé problème, c'est qu'en fait, ils ont, avec ces déficiences intellectuelles moyennes, ils ont des niveaux de réussite inférieurs à ce qu'on pourrait prédire et attendre. Il y a énormément de personnes en France et ailleurs qui ont cette déficience légère, qui vivent normalement, qui ont un métier, qui ont des enfants, qui ont une famille. Et ces personnes avec le syndrome de Prader-Willi, non. Pour le moment, aujourd'hui, elles ne sont pas capables de vivre seules dans un appartement, de fonder une famille, de vivre comme tout le monde. Donc en fait, ça a posé question. En fait, elles ont des capacités d'apprentissage qui sont déficitaires. Capacités d'apprentissage déficitaires avec les méthodes là aussi d'apprentissage qu'on utilise, pour lesquelles ils ne sont pas prêts, ils ne sont pas réceptifs. Alors donc cette autre façon de voir le monde, cette déficience intellectuelle moyenne ou légère, et une difficulté de compréhension réciproque. Pour beaucoup, pour ceux qui parlent bien, il y en a qui parlent très bien, on se rend compte qu'ils ont une adaptation de surface de leur langage, qu'ils sont capables de nous parler, de nous dire ce qu'on attend, et en fait, ce n'est pas du tout ce qu'ils pensent ou ce qu'ils veulent dire. Donc il y a beaucoup de malentendus, dans les deux sens du mot, comme c'est écrit sur la diapo, mais ça aussi, ça gêne beaucoup pour l'apprentissage et la relation aux autres. Quand on a rédigé ces documents-là, on a été un peu gêné par les termes, parce qu'on va parler de troubles, on va parler de déficit, et il faudrait plutôt parler de différence. Et l'exemple ce que disait Marie-Odile sur le QI, c'est un bon exemple. Le QI, c'est pas un bon outil pour évaluer leurs capacités. Ceux qui sont capables de faire pour voir aussi comment dans les apprentissages contourner ces différences et adapter des apprentissages qui permettent de mobiliser les compétences qu'elles ont et qui sont tout à fait réelles. Voilà. Donc c'est un véritable enjeu et actuellement c'est quand même des réflexions qu'il faut mener aussi dans l'éducation nationale. Comment adapter les apprentissages pour mobiliser les capacités réelles qu'ils ont. Ça veut dire mettre en place des méthodes différentes, des méthodes alternatives pour prendre en compte leurs réelles capacités. Il y a la rigidité mentale. Là, je m'engage, je pense que 100% des personnes avec le syndrome ont cette rigidité mentale. C'est-à-dire, c'est de l'obstination, de l'entêtement, la résistance au changement imprévu, soudain, les difficultés pour changer rapidement de tâche. Quand ils sont sur quelque chose, il faut aller jusqu'au bout. Toujours Séverine, je suis désolée. Elle vient le week-end à la maison, elle est dans sa chambre, elle écoute des vinyles, parce que c'est comme ça qu'elle dit les vinyles. Et si elle démarre un vinyle à la chanson 1, on a beau dire à table, et Dieu sait que c'est important, Séverine ne viendra manger que quand le vinyle sera terminé. Il n'y a rien à faire. C'est comme un petit enfant, en fait.
qui est chez le pédiatre avec sa maman ou son papa, et qui joue avec des Legos par terre en attendant que le chèque soit fait, l'ordonnance. Et au moment de partir, eh ben, il n'est pas du tout prêt à partir. Il veut continuer à jouer, donc c'est crise de pleurs et tout ça. C'est exactement pareil. Absence d'humour. Ils n'aiment pas trop l'humour, surtout à leur égard. Ils aiment en faire, mais ça se travaille de toute façon. Quelque chose aussi dans cette rigidité mentale qui est très dur à vivre pour l'entourage, c'est les questions répétitives en boucle. La question qui revient, qui repasse, qui revient sous une autre forme. On répond une fois, on répond 2 fois. Qu'est-ce que je t'ai dit? Tu peux me dire ce que je t'ai répondu? Tout marche. Et 30 secondes après, la question revient et revient et revient. Donc quand on est 2, c'est quasiment à hurler, je dois dire. Dans un établissement, les personnes sont plus nombreuses. On se repasse la personne, si je puis m'exprimer comme ça. Donc c'est quand même quelque chose de très lourd et on n'a rien trouvé pour empêcher. Et ça, en fait, c'est une angoisse. Puis, est-ce que peut-être la réponse qu'on m'a donnée, elle serait peut-être pas meilleure au bout du compte, elle pourrait peut-être changer. Vous voyez, c'est ce genre de travail, d'inquiétude qu'ils ont en eux, là encore, qui explique ça. La tendance à ressasser, ce qu'on appelle les persévérations verbales, à raconter la même histoire, mais X fois. Donc tout ça est très lourd à vivre pour l'entourage. Dans ces troubles cognitifs, il y a les compulsions. Ce sont des personnes qui adorent stocker, collectionner, ranger dans des ordres immuables. Les j'aime lire que Séverine a eu quand elle était petite, maintenant que c'est les petits-enfants qui viennent les regarder, qui mettent tout en désordre, Séverine va passer 3 heures dessus après pour les remettre dans l'ordre par année, par numéro. C'est impensable que ce soit dérangé. Dans les compulsions, on a un exemple extraordinaire. On était une fois dans un établissement, on a été invité à voir la chambre d'une résidente. On a eu le choc de notre vie. On est rentré dans une grotte de pelotes de laine. C'est-à-dire qu'il y avait des étagères partout. Cette chambre, il y avait la place du lit. On rentrait dans la salle de bain. Tout le reste, c'était des pelotes, des pelotes, des pelotes, des pelotes. Et les éducateurs nous ont dit, à chaque fois qu'on va quelque part, s'il y a une pelote qu'elle n'a pas, une couleur qu'elle n'a pas, en plus elle sait très bien ce qu'elle avait, il faut l'acheter. Et c'est impossible de revenir là-dessus. Donc la compulsion est très présente. Les rituels, ceci dit, c'est presque du rituel, ça. Les rituels aussi, ils ont facilement des rituels qui vont parasiter leur vie quotidienne, qui peuvent les rassurer. C'est vraiment nécessaire pour eux de s'accrocher à ces rituels. Ça leur permet d'apprendre des choses, ça leur permet d'avancer, mais il ne faut pas non plus que ça prenne toute leur vie. Donc il ne faut pas trop les encourager et ne pas les laisser envahir leur vie psychique. Là, on a un exemple aussi très, très explicite de rituel. Séverine a toujours eu un agenda dans son petit sac, sur lequel on marquait les retours à la maison, les fêtes, enfin tout ce qui était des événements de sa vie. Et progressivement, on s'est rendu compte que cet agenda, surtout un week-end en particulier, elle a passé le week-end à sortir son agenda, l'ouvrir, le feuilleter, de janvier à décembre, le fermer, le ranger, le ressortir, le feuilleter. L'impression qu'il n'y avait plus que ça. Elle était dans son agenda. Donc, évidemment, on a pris rendez-vous avec le foyer, qui d'ailleurs devait nous contacter. On était tombés sur la même constatation, c'était pas très difficile. Et on s'est dit ensemble, il faut lui retirer cet agenda, parce qu'elle ne fait plus rien. Elle était incapable de faire autre chose. Bon, discussion, qui va lui dire, un peu l'angoisse de la colère qui allait être déclenchée, parce que si on lui retirait son agenda, c'était énorme. Et finalement, donc c'est François, son père et son tuteur, qui a annoncé à Séverine, qu'on a fait venir, que nous avions tous décidé ensemble pour sa vie, parce qu'elle n'était plus capable de rien faire, qu'on s'inquiétait pour elle et qu'on voulait qu'elle ait une vie comme avant, avec plein de choses différentes à partager, que donc son agenda allait être mis au bureau des éducateurs, dans sa boîte, avec ses cigarettes, parce qu'elle fumait, et qu'elle aurait le droit d'aller le voir de temps en temps, et de le compulser, et de le remplir avec l'éducatrice. Donc tout est expliqué clairement, on attendait tous la réaction, et Séverine nous a regardés tous,
Elle nous dit, bon, et on commence quand? Alors, soupir de soulagement. En fait, elle avait compris qu'on faisait ça pour l'aider. C'est comme la clé de la cuisine. Du moment qu'on explique que c'est pour aider, que c'est parce qu'on aime cette personne, qu'on veut qu'elle vive bien, qu'on fait passer beaucoup de choses quand même. Voilà, dans les rituels. Un exemple pour illustrer ces persévérations verbales, ces questions répétitives. Une jeune femme qui va avec sa mère en voiture, elle part et Gaëlle dit « On va où, maman ?» Et sa mère répond « On va au supermarché, je te l'ai déjà dit. » Et quelques minutes plus tard, ou une minute plus tard, « On va où, maman ?»« On va au supermarché. » Et ça recommence 3 fois. Et sa mère, à un moment, quand on a un petit peu assez, dit « Mais on va dans la lune. » « Mais non, on va au supermarché. » Voilà. Donc, pourquoi cette question? Voilà. Pour finir sur les troubles cognitifs, il y a ces comportements cognitifs particuliers. Pour beaucoup, il y a des difficultés de repérage dans le temps. Alors, dans le temps, c'est-à-dire la planification, la durée. Un jeune, par contre, beaucoup de jeunes à Hendaye apprennent à aller, savent qu'ils ont un rendez-vous, par exemple, en équithérapie à 15h, et vont partir à 15h de leur chambre. Donc, anticiper le temps, tout ça, c'est quelque chose qui s'apprend. Mais ils ne l'ont pas forcément, ils ne l'ont pas acquis. Dans l'espace aussi. Dans l'espace, c'est la topologie, la notion de distance. C'est souvent très difficile à acquérir. Et nous, on a eu un exemple encore avec Séverine. On ne vit pas de façon paisible avec ces enfants-là. Elle allait de son foyer qui était à Angers à Nantes, dans le sens Angers-Nantes. Et puis un jour, on est obligé de faire le contraire, c'est-à-dire nous, on la met dans le train à Nantes et il fallait qu'elle aille à Angers. C'est la station suivante. Il n'y a aucune station entre Angers et Nantes. Donc François la conduit au train, lui explique on lui avait déjà expliqué avant, il lui réexplique, lui dit bon, tu vas aller à Angers, la prochaine station, tu sors et tes éducateurs t'attendent. Et à ce moment-là, le contrôleur annonce les voyageurs pour l'île Europe, le train pour vous, l'île Europe va partir. Ouh, crise d'angoisse, qu'est-ce que je fais là? Tu m'as mis dans le train, je vais me perdre, pourquoi je vais à Lille, tout ça. Bon. François a expliqué aux voisins ce qui se passait, il est parti, il est arrivé à Angers sans problème. On ne sait pas du tout comment s'est déroulé le voyage. Quelque temps plus tard, la même situation se reproduit, donc on dit à Séverine, évidemment, s'il dit l'île Europe, c'est pas grave, t'as compris, on lui fait même un petit schéma. Manque de chance, là c'était le train pour Paris-Montparnasse. Donc rebelote. Et on s'est rendu compte avec ces exemples-là, qu'en fait, en lui mettant par écrit le schéma, qu'elle gardait sur elle, il n'y avait plus d'angoisse. Parce qu'en fait, en plus, ils ont une très bonne mémoire visuelle, et ce support écrit lui permettait de se rassurer. On pouvait mettre Nantes, Angers, Paris-Montparnasse, Nantes, Angers, l'île Europe, et elle voyait qu'Angers, c'était avant, qu'il n'y avait aucun souci. On a fait la même chose pour aller à Hendaye. Donc, il ne faut pas hésiter à écrire, même pour quelqu'un qui entend, qui sait bien les choses, qui a l'air d'avoir compris, ce support écrit est important. D'autant plus qu'ils ont une mémoire visuelle fabuleuse, et s'ils ont vu le dessin, ils peuvent même se le rappeler facilement. Ils ont une faiblesse de la mémoire de travail, la mémoire à court terme. Elle n'est pas bonne du tout. Donc ils ne stockent pas des informations à garder pour manipuler, comme tu disais, les divisions, les multiplications, quand il y a des retenues. C'est très difficile pour eux, très très difficile. Et cette mémoire de travail, elle permet de raisonner, elle permet de suivre le fil d'une action, d'un discours, il y a du retour en arrière, un flashback, des choses comme ça, c'est impensable. Ils ont de plus une désorganisation visuo-spatiale, c'est-à-dire que ils ne savent pas fixer, poursuivre un geste, une direction, pour explorer l'espace. Vous montrez quelque chose, un point, par exemple, l'arbre qui est là-bas en tendant le bras. Tu vois l'arbre là-bas avec les fleurs comme il est joli, je dirais 9 personnes sur 10, vous regardez votre épaule, votre bras, puis vont s'arrêter là. Ils vont s'arrêter au doigt. Ça s'apprend. Regarde plus loin, plus loin, plus loin. Mais d'eux-mêmes, ils ne l'ont pas. Et en fait, tout ça fait que ce sont des capacités indispensables à tout apprentissage. Et comme on ne fait pas attention, qu'ils sont dans des classes où on fait partout pareil, même dans les établissements spécialisés, la classe de
l'instituteur, il n'a pas des techniques tellement différentes. Donc, en fait, ils n'apprennent pas parce que les méthodes ne sont pas non plus appliquées et qu'eux n'ont pas les compréhensions qu'on attend. De plus, le souci du détail, ils sont très forts là-dessus, ils vont se bloquer sur un détail et tout le reste ne va pas leur apparaître. Donc un petit commentaire là sur cette diapo. En fait, ils ont une faible capacité d'abstraction. Et si on réfléchit bien, avoir des repères dans le temps, savoir lundi, mardi, mercredi, c'est pas la même chose que d'intégrer ce que c'est qu'une durée, qui est un concept plus abstrait. Et c'est la même chose pour dans le spatial. Un point, un autre, Nantes, c'est Nantes, Nantes c'est la maison, mais est-ce que la maison est dans Nantes, est-ce que Nantes est en Bretagne ou pas, enfin, à part le débat politique. C'est des questions abstraites, hein, et ça, ils ont pas accès à ça. Hein, je crois que ça explique aussi beaucoup de leurs difficultés d'apprentissage. Un autre commentaire au sujet de la mémoire de travail. Donc on a dit que c'était important, par exemple quand on vous donne une directive complexe, c'est-à-dire tu vas faire ça, puis après tu feras ça, etc. Donc là il faut stocker cette information pour la utiliser plus tard. Et on les met en difficulté, en particulier avec le conditionnel. On va d'abord faire ça, on fera ça, et puis si, après on fera ça. Et donc ça c'est très maladroit vis-à-vis d'eux, ça les met mal à l'aise. Donc évitons d'utiliser des conditionnels. Donc toujours dans cette liste qui n'est pas finie, des difficultés, des troubles, les émotions et l'affectivité. En fait, ce sont des personnes qui ont un déficit dans la compréhension et l'identification des émotions. Ils ont des difficultés à exprimer leurs émotions, mais aussi à ressentir les nôtres, celles des autres. Il y a une incapacité vraiment. Et en apparence, du coup, ils n'ont très peu d'ajustement de leur comportement à l'état émotionnel de la personne qu'ils ont en face. Donc on a l'impression qu'ils sont presque insensibles. Le fait de ne pas partager ses émotions déjà va bloquer l'échange. Et puis, le fait de ne pas ressentir les nôtres est parfois très, très désagréable. En fait, c'est noir et blanc. Soit on se met dans des colères monstres, soit on rit comme des fous. Mais entre les deux, ils vont pas nous dire « Oh, t'as l'air soucieux, ça va pas. » Non, c'est vraiment, ou alors il faut prendre un panneau et dire « Voilà, aujourd'hui, je suis comme ça. » Bon sang, t'as pas vu que j'étais en colère. Des choses comme ça. Donc, c'est très gênant. Ils savent pas, voilà. Et pourtant, alors il y a une étude qui démarre en ce moment chez les enfants justement pour essayer déjà de décrypter ce qu'ils ressentent et puis essayer de les faire progresser. Donc c'est en cours. Absence de filtre et de modulation des émotions et des impulsions. Alors non seulement on a l'impression qu'ils ne ressentent pas et qu'ils ne savent pas dire, mais par contre, ils n'ont pas de filtre. C'est-à-dire que quand même quelque chose arrive et qu'il les atteint, et que là ils atteignent un niveau où ils peuvent s'exprimer, il n'y a aucun filtre, aucune modulation. On parle de désinhibition émotionnelle. C'est-à-dire tout est possible. C'est l'émotion qui va l'emporter sur les convenances. On voit des adultes qui vont peut-être pas se rouler par terre, quoique, dans un supermarché, parce qu'on refusera de leur acheter une barre de chocolat. Là, c'est toute l'éducation qu'ils ont pu avoir, ben non, ça n'existe plus. Ils sont envahis. On parle aussi de l'habilité émotionnelle. Ce sont des gens qui sont capables de passer des enfants, surtout, mais même les adultes, du rire aux larmes. Mais comme ça, whop, c'est comme le switch un petit peu là encore. Du rire aux larmes. C'est surprenant. Alors il y a un exemple quand même qui est très très... qui est un exemple personnel. Encore, une fois de plus, dans un bateau en Bretagne, temps de cochon, François est à la barre sous la pluie, nous on est au fond avec les enfants, là, les 3 enfants et moi, et puis Séverine commence à monter en vrille, comme je disais, bon, jusqu'au moment où ça devient insupportable, des cris, des pleurs et tout ça, et je l'attrape et je lui dis « Séverine, ça suffit, je vais te tuer !» Bon, c'était pas très bien de dire ça, mais bon, je dis ça. Ah ben, elle s'est arrêtée immédiatement. Et alors, tu fais comment? Voilà.
Donc, on est très mal, mais ce qui est surprenant, moi je ne revenais pas, c'est qu'elle était soi-disant, on avait l'impression qu'elle était inaccessible, et d'un seul coup, elle avait quand même entendu ma phrase, et elle s'est dit, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Donc cette labilité, bon, faut pas l'utiliser évidemment, mais c'est assez impressionnant. Des inhibitions sexuelles, c'est-à-dire surtout chez les garçons, un jeune homme, alors on a dit qu'il y avait une stérilité, il y a un hypogonadisme, ils ne sont pas très virils, sauf si on leur donne des compléments, bien sûr, hormonaux. Mais ils ont quand même ce besoin d'affection, ils l'ont en eux, et puis ils voient les autres, il faut faire pareil. Et un jeune homme dans la rue peut très bien passer à côté d'une femme qu'il trouve jolie et simplement la caresser. Ça s'est produit plusieurs fois. On explique, ça passe, sauf les fois où la personne se sent agressée, porte plainte. Donc il faut savoir que ça peut exister. Et essayer de leur dire régulièrement, de leur rappeler ces codes sociaux, quoi. Ce sont des codes sociaux, mais il faut sans arrêt les rappeler. Ils sont là aussi pris par l'impulsivité de leur émotion, comme quoi ils en ont. Très fort désir de plaire, hypertrophie de leur vie affective. Ils ont besoin qu'on les aime. Je l'ai déjà dit tout à fait au début, je le redis là fort. Ils ont besoin qu'on les aime. Ils existent à travers notre regard. C'est quand on les regarde et qu'on les regarde gentiment et avec affection ou amour qu'ils existent. Parce que comme ils ont une très faible estime d'eux, ils ne s'aiment pas, ils se regardent très peu, très très peu dans la glace, où le regard, ils se regardent mais on voit le regard fuit. C'est par nous qu'ils existent. Dans ces problèmes affectifs, c'est vrai qu'ils sont boulimiques d'affection, ils sont boulimiques là aussi, et ils peuvent s'attacher particulièrement à une personne. On voit ça beaucoup dans les établissements, donc il faut être un petit peu prudent, parce qu'il faut aussi que ça s'équilibre, ça. Donc, ou d'un seul coup devenir amoureux d'une collègue d'ESAT, par exemple. Et là aussi, il faut que les équipes fassent très attention, parce qu'on ne sépare pas d'un seul coup un couple comme ça, même si le travail se ressent, sans produire des colères et des réactions. Alors, on continue. Il y a une altération des compétences et des expériences cognitives et émotionnelles qui vont permettre d'établir une relation avec les autres. Il n'y a pas que le discours et l'émotion pour établir une relation. Il y a les codes sociaux, le langage figuratif. Il n'y a pas que le langage. On voit très bien si on intéresse quelqu'un quand on parle, si on l'embête. Eux, pas du tout. Vous pouvez continuer à parler, à expliquer, ou à vous énerver, et je vous dis, tant que vous n'avez pas dit « ça suffit, je suis en colère », les gestes que vous auriez pu faire avant leur passent complètement au-dessus de la tête. La théorie de l'esprit. La théorie de l'esprit, c'est quelque chose qui se développe chez un petit enfant, vers 4, 5 ans, 6 ans, c'est acquis. La théorie de l'esprit, qu'est-ce que c'est? C'est être capable d'accepter, d'entendre, que la personne qu'on a en face de soi n'a pas forcément la même pensée que vous. C'est ce qui permet des échanges, des discussions, des avancées dans une connaissance. Non, avec eux, on pense automatiquement la même chose. Ce que je pense, tu le penses. C'est forcé. C'est un peu compliqué quand même. Et c'est gênant, ça aussi, dans l'évolution du comportement. Les troubles de la pensée, de l'adaptation, les non-dits, les implicites, le langage figuratif. Un jeune à qui une orthophoniste ou une psychologue, je ne sais plus, dit « Écoute, ça suffit, tu veux ma place ?» Eh bien, le gamin s'est levé et allait prendre la place. Ou tu vas prendre la porte si tu continues. On en a vu qui essaye de dégonder, je ne sais pas comment on dit, de dégonder une porte. Voilà. Attribution d'intention, de pensée. À Hendaye, on sait très bien que dans la salle à manger, il y a plusieurs tables. Il y en a des fois 2 qui sont très éloignées l'une de l'autre. Et d'un seul coup, on voit un jeune se lever en disant « c'est pas vrai, c'est pas moi qui ai fait ça, c'est complètement... » Parce qu'on a parlé, il a entendu qu'à la table là-bas au bout, on parlait de quelque chose, et automatiquement, c'est à lui que ça s'adresse. Ils s'attribuent, et ça ils l'ont beaucoup, ils sont très égocentrés, ils s'attribuent beaucoup de choses à eux. Les déductions logiques, ils ne sont pas bons du tout. L'absence de sens critique, oui, ils ont très peu de sens critique. La difficulté pour démarrer une tâche, pour même démarrer une conversation. C'est pas raconter, mais démarrer une conversation.
Tout ça fait que c'est du comportement social qui est quand même très troublé. Dans ce comportement social, on parle de syndrome dysexécutif. C'est-à-dire qu'ils ne savent pas réguler leur comportement ou leurs actions qui devraient intervenir dans des situations qu'ils ne connaissent pas, non routinières. Ils sont capables d'apprendre des choses très bien. Et je crois que cet exemple va être très parlant. Ils sont démunis devant une question, un problème qu'on n'a pas eu l'idée de leur montrer, évidemment, inhabituel, nouveau. Donc ils découvrent, mais démunis. En fait, ils n'ont pas de plan B. Et l'exemple dont je vais parler se situe à Hendaye encore. Il y a beaucoup d'exemples qui viennent d'Hendaye. Une jeune femme qui arrive, qui va voir l'ergothérapeute, à qui elle dit j'ai mon permis de conduire. Comme quoi, pas si simple que ça d'avoir un permis de conduire. Elle a son permis de conduire. Ses parents lui ont acheté une petite voiturette, je ne sais pas. Et elle explique qu'elle va à l'ESAT avec aller-retour avec sa voiture. Et l'ergot, dont c'est le travail, bien sûr, va essayer de creuser un peu. Et il lui dit, je crois, mais si, par exemple, un jour tu pars et il y a un camion là, qui te bouge toute la route, qu'est-ce que tu fais ? La panique. Aucune solution, même avec l'aide de l'ergothérapeute. Tu peux faire demi-tour, Non, c'est la panique. C'est là qu'on dit il n'y a pas de plan B. Donc c'est très gênant parce qu'on a souvent des plans B à mettre en œuvre. Donc c'est ne pas savoir utiliser spontanément ses connaissances, ses compétences dans des situations courantes. Ce qui fait qu'ils ont toujours et très souvent besoin d'être accompagnés dans les actes de la vie, même les actes les plus simples. Par exemple, Séverine a passé quasiment une nuit dans un de ses foyers, parce qu'au moment de se coucher, une nuit éveillée dans un de ses foyers, au moment de se coucher, elle découvre dans la panière qu'une petite culotte n'était pas la sienne, il y avait le nom de la voisine, et au lieu de la mettre de côté, puis de dire je lui donnerai demain, dans sa tête, elle s'est dit oh là là, mais il y a peut-être d'autres affaires qui ne sont pas à moi. Donc quand le veilleur de nuit est arrivé au milieu de la nuit, elle était dans sa chambre, les tiroirs, tout avait été vidé, vérifié qu'il n'y avait pas. Voilà, mais voilà. Donc il aurait fallu que quelqu'un soit là, lui dise non, je sais, ou la rassurer. Ce n'était pas le cas. Donc ils ont besoin souvent d'être accompagnés dans des gestes qu'on n'imagine même pas. Et pourtant, quand on a parlé un peu de l'alimentation, de leur stratégie assez inimaginable, il y a quand même discordance là, complètement discordance. Un petit commentaire sur l'aspect prise d'initiative. Par exemple, ils sont capables de se laver tout seuls. Mais c'est souvent mieux qu'il y ait quelqu'un qui leur dise « tu vas te laver », qui est à côté et qui les accompagne, qui ne les lave pas, mais qui les accompagne pendant cette action-là, parce qu'ils ne vont pas forcément prendre l'initiative. Puis ensuite, ça c'est un autre phénomène, ils vont passer un demi-flacon de savon liquide ou le flacon entier alors qu'ils savent il faut mettre que des dosettes. Voilà, donc c'est ça qui est compliqué, c'est qu'ils ont beaucoup de capacité à faire des choses, mais il faut les accompagner parce qu'ils ne les font pas de façon adaptée. Ils ont beaucoup de difficultés à intégrer les conventions sociales. Alors on a parlé tout à l'heure de désinhibition émotionnelle, de désinhibition sociale, et de plus l'intégration des conventions, ça ne se fait pas tout seul. Par exemple, ils ont beaucoup de difficultés à échanger dans un groupe avec plusieurs personnes. La relation duel est vraiment à privilégier. Donc quand on voit des réunions de groupe en établissement, la plupart des personnes porteuses du syndrome seront incapables de dire ce qui s'est passé. Ils ont la capacité, comme j'ai dit tout à l'heure, à capturer une information qui ne leur est pas adressée, mais qui vont se prendre pour eux. Ils sont vraiment dans leur bulle. Cette vision égocentrée, je dirais, est une des caractéristiques principales aussi de ce syndrome. Vraiment dans leur bulle. Le retour de week-end, Séverine revient, on est là tous les deux, sur le canapé. Elle va parler par exemple à François, donc elle va regarder François, elle va lui raconter tout ce qu'elle a fait pendant 3 semaines. Je suis à côté. Elle termine, et après,
Maman, je vais te raconter. J'ai dit, Séverine, j'ai tout entendu, j'ai les oreilles qui fonctionnent, tout va bien. Je vais te raconter, rien à faire, j'ai droit au même discours. Et là, elle me regarde moi. Et François n'existe plus. C'est vraiment impressionnant. On a vu une éducatrice un jour qui nous a dit, mais j'ai été affolée, on racontait ça. Elle nous a dit, mais j'étais complètement stupéfaite. Cette jeune femme m'aime beaucoup, enfin m'adore, on s'entend très bien toutes les deux. Un matin, je la vois qui arrive. Je dis, elle va me faire un gros câlin. Ah ben non, elle l'a quasiment pulvérisée, parce qu'elle avait derrière, cette éducatrice, il y avait une autre éducatrice à qui donc ces jeunes femmes devaient parler. Elle n'a même pas vu son éducatrice. Elle l'a quasiment expulsée. Ça va quand même très loin. Enfin, pour terminer sur le comportement social, ils ont une propension à la fabulation. À la fabulation. En fait, ils ont besoin, leur vie n'est pas si drôle que ça, comme je l'ai dit, ils ont une estime d'eux moyenne. Ils n'aiment pas. Pourquoi je suis Prader Willi? Tu crois que c'est drôle? Tu crois que c'est drôle la vie que j'ai? On entend très souvent. Ils n'aiment pas. Et donc, pourquoi ne pas s'inventer un univers, après tout, satisfaisant, plus heureux? Ils ont des frères et sœurs, ils voient ce qui se passe, ils ont des amis, il y a des voisins. Donc, des avenirs professionnels un petit peu fantasmés, oui. Bon, on peut être apiculteur, on peut avoir un verger, on peut avoir un métier. Tout ça, ils sont capables d'en parler très bien parce qu'ils sont capables d'aller sur Internet et de tout comprendre et d'en faire un métier. C'est sympathique. Par contre, quand on arrive au niveau de délire érotomaniaque, de grossesse imaginaire, essentiellement les jeunes femmes, évidemment, c'est beaucoup plus compliqué déjà à gérer, à expliquer. Et on a même parfois, alors là c'est aussi une histoire personnelle, certains vont même à parler de viol. C'est ce qui s'est passé pour nous. Séverine a été violée, je dis entre guillemets, sauf qu'à l'époque on n'avait pas compris ça. Mais la façon dont on nous a raconté son viol était fabuleuse, c'est-à-dire c'était vraiment... il y avait les mots, et en fait il n'y a pas eu de viol. Alors pourquoi aller inventer ça? Peut-être qu'elle voulait quitter le foyer, c'est ce qui a marché d'ailleurs, on n'a pas pu rester. Par contre, dernièrement, elle avait un amoureux qu'elle retrouvait tous les soirs à 5 heures devant sa chambre pour faire l'amour, et après elle est goûtée quand même. Et en fait, il n'y a jamais eu de rencontre de ce type. Bon, pourquoi lui dire c'est complètement ridicule? Pourquoi? Bon, un amoureux, c'est pas gênant. Elle était comme sa sœur, comme son frère, comme les amis. Elle avait une vie à elle. Donc, voyez la complexité de cette maladie. Les accompagner, c'est une approche pragmatique. Parce que ces troubles du comportement qu'on vient de lister sont une des raisons majeures des difficultés de leur intégration dans la société. Hein. On voit bien, ça explique le pourquoi, même avec une déficience intellectuelle moyenne, le pourquoi ils ne peuvent pas vivre comme les autres et avec les autres. Surtout que ces personnes atteintes de syndrome de Prader-Willi, en particulier les ados et les adultes, ont une réelle compétence pour mettre en difficulté les organisations, les structures, dès qu'il existe des failles de communication entre elles et de la méfiance entre elles. C'est-à-dire quand il y a méfiance et failles de communication entre une famille et un établissement, vous pouvez être sûr que la personne, elle va mettre le doigt là où il faut pour que la mésentente soit encore plus forte. C'est pour ça qu'il faut toujours se parler ensemble. L'exemple de l'agenda de Séverine, on a eu un discours commun, on a échangé ensemble et on a eu un discours commun. Établissement, parents. Elle aurait senti la moindre dissension, c'était perdu. Donc il faut vraiment communiquer, il faut une cohérence et une communication entre tous les gens qui sont autour. Il faut adapter nos comportements dans des cadres rassurants, il y a cette anxiété qui est toujours là, contenant, parce que le fait d'avoir un cadre contenant, ça les aide. C'est l'histoire de la clé sur la porte, c'est contenant, mais merci, qu'est-ce que je suis libre à Hendaye? Voilà, je peux faire autre chose. Et puis donc cette cohérence et dialogue entre tous les acteurs. Bien évidemment, ces personnes sont comme les autres, ne sont pas parfaites évidemment. Et il y a transgression des règles, surtout dans des établissements. Il y a des règles de vie, il y a des règles de vie en collectivité. Il y a des contrats, il y a des projets de vie.
Et à chaque fois qu'il y a transgression des règles, et il y a souvent, en fait, c'est une exclusion du groupe. La personne, par son comportement, elle va s'exclure du groupe. Elle n'est plus dans le cadre qu'on lui a donné, auquel elle avait adhéré quand même. Il y a rupture d'un contrat s'il y a eu contrat. Et en fait, quelle qu'en soit la cause de cette transgression, ce comportement s'apparente à une manifestation de toute puissance. C'est comme le petit enfant. Les petits enfants, ils ont tendance à être tout puissants, et c'est par l'éducation qu'on leur donne et parfois les punitions et les cadres qu'ils apprennent à vivre avec les autres, à accepter les règles. Et en fait, régulièrement, nos enfants, ados, adultes, ils sont dans la transgression et dans la manifestation de toute puissance. Et on voit ça, malheureusement, dans les familles où le jeune est resté, parce qu'il n'a pas été en établissement, parce qu'il s'est fait mettre dehors, parce que les parents n'ont peut-être pas anticipé suffisamment tôt, et on voit des parents âgés, et avec un adulte tout puissant chez lui, mais tout puissant. Donc quand il y a transgression des règles, bien évidemment, il faut poser un acte. On ne va pas dire « Oh, c'est dommage que tu aies fait ça ». Non, il faut vraiment poser un acte, une sanction, une mise à distance. Si possible, ne pas parler de mise à pied, parce que c'est quelque chose qui les révolte. Quand on leur dit qu'il y a mise à pied, on ne les aime plus, on les rejette. Là, c'est une mise à distance, et 2 jours, tu restes 2 jours chez toi, je parle pour un établissement, 2 jours chez toi, puis tu reviens, parce que là, vraiment, là, tu nous as fait, ça a été trop grave, on n'en peut plus, on a besoin de se reposer, peu importe. Chacun, après, gère comme il veut. Mais ça permettra de reconstruire à nouveau une relation acceptable pour tous. Il faut surtout que quand il y a des situations de transgression comme ça, que là encore, si c'est dans un établissement, l'équipe se parle et qu'il y a une cohérence là aussi. Que la décision soit collégiale, annoncée par la hiérarchie, le directeur peut-être, mais c'est un discours collégial, on est tous d'accord, on n'en peut plus. Il faut que on prenne un petit peu de distance avec toi, que tu réfléchisses. Voilà. On explique la décision, on ne la négocie pas non plus, une fois de plus, c'est comme le menu, on ne négocie pas. C'est comme ça, c'est parce qu'on veut que toi tu sois bien. Oui, là on est sur un problème quand même compliqué, surtout on sait qu'il peut y avoir des actes des comportements violents, et ça pose beaucoup de problèmes dans les établissements. Alors, je crois que Marie-Odile l'a dit, là, ce qui marque là, il y a une rupture du lien. Leur transgression, c'est une rupture du lien. Et en fait, cette mise plutôt que de punition, j'aime pas trop le terme ni sanction, c'est cette mise à distance, on va se donner du temps et de l'espace, chacun, pour repenser un peu comment on va fonctionner ensemble. C'est ça, recréer le lien. Alors, les formes que ça prend, c'est à chacun d'inventer, mais le contrat, plusieurs fois, on nous a dit le contrat fait tiers. C'est vrai que revenir à un contrat qui est négocié avec la personne, ça permet une discussion qui n'est pas un affrontement direct. Le contrat, c'est une espèce de médiation. Et dans ces cas-là, quand il y a eu transgression, on va repenser ensemble le contrat, voir pourquoi ça a disjoncté, qu'est-ce qui a généré cette crise. Voilà. Mais c'est un vrai sujet, et c'est un vrai sujet, je crois, qu'il faut que toutes les équipes, que l'équipe entière, comme on l'a dit, débattent ensemble, parce que c'est souvent à l'origine de ruptures de parcours. On vient de parler de cadre, de liberté. On a parlé très rapidement d'autonomie. En fait, ce cadre qui est indispensable pour eux, il est indispensable pour tout le monde. Le cadre, il est indispensable à tous pour vivre en société, et il est implicite. Pour nous, on l'a acquis, on l'a appris par notre histoire, par notre éducation. Il est parfois rappelé, genre un flash sur l'autoroute. Donc là, on est rappelé à l'ordre, en effet. Mais on l'a complètement intégré. Poser un cadre ouvre des espaces de liberté, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on est libre à Hendaye ? Voilà. Mais chez eux, il faut sans arrêt le rappeler, l'expliciter, parce qu'en fait, il n'est jamais complètement acquis, il est oublié. Il est mis à mal par toutes leurs émotions, leurs angoisses, ils n'ont plus la capacité de
de le garder. Et puis, il est quand même indispensable dans le domaine de l'alimentation. Là, on ne peut pas ne pas s'en passer de ce cadre. Alors, donc, on est vraiment, ça fait partie de leur vie, avec des espaces de liberté, puisque ce cadre va leur ouvrir des espaces de liberté et des autonomies, parce qu'on voit bien qu'ils ne peuvent pas être autonomes à cause de ce problème alimentaire, et que par contre, et c'est pour ça que c'est très important ce vocabulaire, ils sont capables de beaucoup d'autonomie dans différents domaines. Mais ce qui n'empêche pas qu'il faut un cadre bien contenant, tout en étant souple et pas pesant. Ce qui est quand même pas très facile à mettre en place, je reconnais. Oui, alors là, on va revenir sur quelque chose qu'on a déjà dit auparavant, c'est que dans la formation du personnel médico-social, et puis dans les discours, il y a la Caisse nationale pour la solidarité et l'autonomie, il y a cette injonction à être autonome qui est une injonction sociale très forte. Bon, alors moi, personnellement, je ne sais pas ce que c'est qu'être autonome. Je ne suis pas autonome. Je suis un être humain et je suis dans des états de dépendance. Et c'est très bien avec les gens dont j'ai besoin, sur lesquels je m'appuie, qui vont m'aider à vivre. Alors, eux aussi, ils sont dans des états de dépendance avec les autres. Et le cadre qu'on va mettre, ce n'est pas un cadre qui enferme. C'est un cadre qui protège, qui permet les libertés, on l'a dit, mais il faut que ça soit un cadre bienveillant et empathique. C'est-à-dire qu'un cadre rigide, militaire, j'ai rien contre les militaires, mais c'est pas ça. Il faut quelque chose dans lequel on se sent bien, on se sent apprécié, et là, ce cadre-là, il sera accepté et il permettra tous ces espaces de liberté. Voilà, donc je crois que c'est important de repenser les accompagnements, justement en termes de cadre, et repenser qu'est-ce que ça veut dire les autonomies, qu'est-ce que ça veut dire les libertés.